Il vous faudra ce matin avec vous la feuille d'exercice, la feuille de cours et puis de quoi noter. Alors, il s'agit d'un motard. D'un motard qui commence à freiner au point haut, en fait. Qui commence à freiner au point haut. Donc, il arrive au point haut avec une certaine vitesse V0 ici. Il arrive au point haut avec une certaine vitesse V0. Il faut que j'arrive à mettre... J'ai mon stylet qui ne veut pas fonctionner. Pourquoi? Ah, voilà. Pardon. Il arrive au point M avec une certaine vitesse V0. Et puis, à partir de ce moment-là, il commence à freiner. C'est ça qui est expliqué dans l'énoncé. Et puis, j'ai représenté ici un point quelconque d'abscisse X et puis arrêt en A. Alors, le but, c'est de calculer la distance de freinage en appliquant le théorème de l'énergie cinétique sous forme intégrale. Le schéma, il vous faut un schéma. C'est important d'avoir... Ah, j'ai plus de... attendez, j'ai un petit problème de stylet. Je n'ai plus de gomme apparemment. Ok. Bon. Je vais faire ça. Donc, schéma, important de placer le point M. En haut, la vitesse est VO. En A, c'est l'arrêt, donc la vitesse en A est nulle. Et le vecteur vitesse est égal au vecteur nulle. Alors, je vous avais demandé de faire un bilan des forces. Il faut que je sorte de ce plein écran. L'indication que je vous donnais sur la vidéo, c'était de faire un bilan des forces. Voilà. Un bilan des forces. Allez, allons-y. Donc le poids. Le poids qui a pour coordonnées 0 selon x et moins mg ey, avec la base qui est ex, ey qui est là, ce 0 selon z aussi. Et puis le motard, il est sur la route. Il est sur la route, donc il y a la réaction de la route. À partir du moment où l'objet est en contact avec un autre objet, il y a une force de réaction. Une force de réaction qu'on décompose en la réaction normale, Rn. En la réaction normale, Rn. Et alors, Rn ici, en la réaction normale, Rn, qui est elle, Rn ey, avec le Rn sans flèche, qui est la norme de Rn, c'est donc positif. Et puis la force F, alors elle qui modélise en fait les frottements plus la force de freinage. On va la noter, moins F EX, elle est selon EX, avec toujours F positif. F sans flèche, c'est la norme du vecteur F, et c'est donc quelque chose de positif. Alors, si on applique alors, on va écrire que l'accélération, je vais appliquer le PFD. Donc, avec l'accélération, le mouvement est horizontal, c'est clairement dit dans l'énoncé. Donc, l'accélération, c'est uniquement le x point EX. C'est en 0 selon Y, en 0 selon Z. Et ce PFD, il donne, avec A égale x point EX, ça vous dit que P plus Rn plus F est égal à MA, est égal à x point EX. Je projette selon EX. Selon EX, j'ai que le F ici.
je vais avoir, alors mx point point, hein, ici, mx point point, moins f est égal à mx point point. Ça, c'est la projection selon x, selon l'axe des x. Et selon l'axe des y, eh bien, je vais avoir moins mg plus Rn est égal à m fois 0, c'est-à-dire 0. Ça, c'est selon y. Donc, j'ai une information ici qui me donne Rn. Rn, c'était la seule force qui n'est pas dans les données, en fait. Hein, la force F, elle est dans les données. On suppose qu'elle est donnée. Alors ça va donner le PFD. Il donne Rn est égal à moins mg. Après, donc ça, je le laisse de côté. Et puis, je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique sous forme intégrale. Forme intégrale, et bien, ça se traduit par la variation d'énergie cinétique entre deux points. Alors, les deux points, je prends les deux points particuliers qui m'intéressent. M'intéresse le point A, puisque c'est l'arrêt. Et puis, j'ai des informations au niveau du point O. Donc, je vais prendre entre O et A la variation d'énergie cinétique entre O et A. C'est Rn égale mg. Oui, bien sûr. Merci, Stéphane. Ouais, plus mg. La variation d'énergie cinétique entre O et A, eh bien, c'est la somme des travaux entre O et A des forces extérieures. C'est-à-dire, alors, j'évalue d'un côté à le delta OA. Delta OA de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique en A moins l'énergie cinétique en O. Ça, c'est par définition. L'énergie cinétique en A, c'est 1 demi de m VA carré. L'énergie cinétique en O, c'est 1 demi de m VO carré, ou V0. Le VA est nul, puisqu'au point A, on s'arrête. Donc ça, c'est 0. Et ça fait moins 1 demi de m V0 carré. Donc là, j'ai évalué le premier terme, hein, le delta EC. La somme, les travaux ensuite, maintenant, je vais évaluer les travaux. Ben, on a le poids qui est orthogonal à la vitesse, et ce, quel que soit t. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le travail entre O et A du poids est égal à 0. De même, pour la réaction normale orthogonale à la vitesse V, et ce, quel que soit t, ça veut dire que c'est une force qui ne travaille pas. Le travail entre O et A de Rn est égal à 0. Reste le travail de la force de frottement. Combiné à la force de freinage, hein, c'est la force F. W entre O et A de la force F, eh bien, donc, je pourrais écrire que c'est l'intégrale entre O et A de F scalaire V dt. On va utiliser le fait que la force F est une force constante. Hein, c'est F scalaire le vecteur OA, car la force F est une force constante. Hein, c'est un vecteur constant. Voilà la méthode que je vous ai mis dans le cours. Eh bien, la force F, c'est moins F EX, alors, donc scalaire, et puis le vecteur OA, il est selon EX, hein, c'est XA moins XO, EX aussi. Le XA correspond à la distance que je cherche, en fait. Le XO, c'est 0, j'ai dit que c'est l'origine. Et le XA, bah, c'est la distance entre O et A, c'est-à-dire la distance de freinage. Donc est égal à
moins F que multiplie D, EX scalaire EX est égal à moins FD. Hein, et ce parce que XA moins XO est égal à XA est égal à la distance de freinage. Donc, je reviens à mon théorème de l'énergie cinétique. Je reviens à mon théorème de l'énergie cinétique et je vais écrire, je vais passer sur une autre feuille. Voilà. Donc, mon théorème de l'énergie cinétique sous forme intégrale, c'est la variation d'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique, je dis que c'était moins 1/2 de mv0 carré, est égale à la somme des travaux. La somme des travaux, c'est 0 plus 0, moins F fois D. Ah, donc le théorème de l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique serait écrit delta EC, c'est-à-dire moins 1/2 de m V0 carré, est égal à la somme des travaux, donc 0 pour le poids, 0 pour la réaction normale, et moins FD pour la force grand F. Il faut manipuler ça pour obtenir. Alors on va avoir mv0 carré est égal à 2FD. Et ce qu'on cherche, eh bien, c'est D, équivalent à D égale M V0 carré sur 2F. Et là, on a exprimé la distance de freinage. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, ça va. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. On avait déjà fait ce type d'exercice. On avait déjà fait ce type d'exercice dans le chapitre, même dans le premier chapitre de mécanique. L'avantage ici, un gros avantage, c'est qu'avec le théorème de l'énergie cinétique, on n'a plus besoin de calculer les équations horaires. Hein, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était appliquer le PFD. On va trouver que l'accélération, finalement, elle est constante, hein, puisque l'accélération, ici, c'est x point et c'est moins f sur m, avec f supposé constant. Et quand on a une accélération constante, on intègre, on a la vitesse, c'est constante fois t plus v0, et puis x de t égale 1/2 de constante t carré, etc. Et on peut, en calculant comme ça les équations horaires, en ayant l'équation de la trajectoire, trouver ce qui se passe au point A, hein, et donc le XA et donc la distance de freinage. Les calculs sont beaucoup plus simples ici. Les calculs sont beaucoup plus simples en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Pour une bonne raison, c'est qu'on a deux forces qui ne travaillent pas. Sur les trois forces qu'on considère et qu'on est obligé de considérer dans le PFD, eh bien, il y en a deux qui ne travaillent pas. Donc, quand on applique le théorème de l'énergie cinétique, déjà, on se simplifie ça. Et puis, pour savoir ce qui se passe en A, je ne me sers pas de tout ce que j'ai en haut et j'ai juste besoin de savoir ce que j'ai en haut. Ah, donc, souvent, dans l'exercice de méca, ça permet de gagner un petit peu de temps. Il y avait une seconde question. Il y avait une seconde question qui consistait à appliquer le théorème de l'énergie cinétique sous forme instantanée. Donc, le théorème de l'énergie cinétique forme instantanée, ça consiste à dire que la dérivée de l'énergie cinétique au point M par rapport au temps est égale à la somme des puissances des forces extérieures. Alors,
donc c'est cette chose-là qu'on va évaluer. Alors le premier terme, hein, le DEC sur DT. Le DEC sur DT au point M, hein, on a un endroit quelconque entre O et A en fait. Eh bien c'est D sur DT de l'énergie cinétique. C'est 1 demi de M V2. Je vais utiliser le fait que le vecteur vitesse au point M, hein, sous-entendu au point M, le vecteur vitesse, eh bien c'est x point EX. Ça c'est de la cinématique de base. Hein. C'est de x point EX. Et donc, le V carré, hein, le V carré qui est égal à norme de V au carré, norme du vecteur V au carré, eh bien c'est égal à x point carré. Donc ça, c'est la dérivée par rapport au temps de 1 demi de m x point carré. Bon, eh bien, le 1 demi de m, c'est une constante multiplicative. 1 demi de m, d sur dt de x point carré. Et ça, on a fait ce genre de dérivée quand même plusieurs fois. C'est le 1 demi de m que multiplie 2 x point point. 1 demi de, c'est donc m x point de t, je pourrais rajouter de t pour vous rappeler que ça dépend du temps, x point point a priori de t aussi. Là, j'utilise que la dérivée de u carré, c'est 2u fois u'. Ça, c'est mon premier terme dans le théorème de l'énergie cinétique ici. Il faut évaluer le deuxième terme. La somme des puissances des forces extérieures, la somme des puissances des forces extérieures, eh bien, c'est la puissance du poids plus la puissance de la réaction normale plus la puissance de la force F. Vous allez avoir ce terme-là qui est nul, hein, 0 car P orthogonal à V, hein, la puissance c'est P scalaire V, les deux vecteurs sont orthogonaux, ça c'est égal à 0. Même chose ici. Ça fait 0 car Rn orthogonal à V. Et donc on se retrouve à n'évaluer que la puissance de la force de frottement, qui par définition est F scalaire V. Bah, F scalaire V, c'est moins Fex, ça c'est le vecteur F, scalaire le vecteur V, l'expression elle est ici. Scalaire le x point Ex. Et donc je me retrouve avec moins F x point Ex scalaire Ex, et Ex scalaire Ex, ben ça fait moins F x point. Bon. Donc là, j'ai évalué la somme des puissances des forces extérieures. C'est ça qui fait moins F x point. Donc j'ai mes deux termes. Je reprends mon théorème de l'énergie cinétique. À gauche, le DEC sur dt. Le DEC sur dt, hein, donc je reprends mon théorème de l'énergie cinétique. Le DEC sur dt, c'est le m x point point. Ça, c'est le DEC sur dt. Et la somme des puissances, c'est le moins f x point. Je vais arranger tout ça. Je vais arranger tout ça puisque j'ai x point à gauche et à droite. Ben, ça, je vais le réécrire. X point que factorise m x point plus f égale 0. Je fais tout passer du même côté et je factorise par x point. J'ai le produit de deux facteurs qui est nul.
j'ai le produit de deux facteurs qui est nul, ça veut dire que x point est égal à 0 ou m x point point plus f est égal à 0. Quel que soit t. Hein. Quel que soit t, et là pareil, quel que soit t. La première possibilité, x point égale à 0. X point, c'est la vitesse. Ça correspond à une solution à vitesse nulle. Hein. Ça veut dire vitesse nulle. Quel que soit t, ça veut dire que la moto ne se déplace pas. Ça veut dire que c'est une solution qui ne correspond pas à notre problème, en fait. Hein, c'est une solution triviale. Qui ne correspond pas à notre problème, puisque la vitesse de la moto, elle n'est pas nulle tout le temps. La seconde solution, la seconde possibilité, bah, elle vous dit que m x point point égale moins f, et donc x point point est égal à moins f divisé par m. L'accélération est une constante négative. Une constante négative, hein, comme on a, et donc, donc, hein, on a une accélération. L'accélération, c'est x point point ex qui est égal à moins f sur m ex. Ben, ça, c'est un mouvement rectiligne qui est ralenti. Ralenti puisque l'accélération est selon moins ex. Voilà comment on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique sous forme instantanée. Sous forme instantanée, il permet d'avoir les équations du mouvement. Vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que je continue? C'est bon pour moi. Moi aussi. Jalil, tu arrives à suivre et à faire les copies d'écran en même temps? Oui. Ouais, bon, ok. Ben, on continue alors avec l'exercice suivant. Qui était le numéro 7. Alors, peut-être que je vous laisse, voilà, ouais, peut-être, je suppose que s'il y a ces copies d'écran, c'est que je vais un petit peu vite. Monsieur, Oui, juste la question, c'est une équation horaire, mais l'équation de l'accélération, c'est pas une équation horaire. ah oui, c'est vrai que c'est l'équation horaire. J'ai pas, tu vois, j'ai pas relu l'énoncé de ma question à la fin, ce qu'il faut faire. Donc évidemment, l'équation horaire, donc oui, oui, tout à fait, merci Stéphane. L'équation horaire, ben, ça va vous donner après intégration. X. Alors le X point X de t, le X point c'est moins f sur mt plus constante. Allez, je vais le détailler. X point de t est égal à moins f sur m t plus v0, parce que à t égale 0, on a x point de 0 qui est égal à 0, et puis x point point de t est égal à moins f sur 2m t carré plus v0t plus 0. X point, x point, x point, x de t, après intégration. Donc là, l'équation horaire qui correspond en fait à un mouvement, une équation horaire d'un mouvement parabolique, mais là, on a un mouvement qui est rectiligne. Écart x
de 0 est égal à 0. Le point M, il est à l'origine. Donc, équation du mouvement. Hein. On obtient l'équation du mouvement et on peut obtenir les équations horaires comme on avait fait avec le PFD. Ben, sauf que on se simplifie encore une fois un petit peu la vie parce que dans le PFD, ben, il aurait fallu tenir compte des trois forces, alors qu'avec le théorème de l'énergie cinétique, comme il y en a deux qui ne travaillent pas, on les élimine d'entrée. Et on passe ensuite à l'exercice 7 avec la carabine à ressort. Alors, voilà les indications que je vous avais données sur YouTube. Bon, je vais peut-être passer à une feuille vierge. Voilà, les indications, elles sont disponibles de toute façon pour YouTube. Donc, une carabine à ressort qui est schématisée ici. Hein. Au départ, il est marqué qu'on dépose au bout du ressort une balle en plastique de masse M, donc c'est symbolisé par la boule ici, et on comprime le ressort d'une longueur L à l'intérieur du tube. Alors la longueur du tube, ça correspond à L0, hein, la longueur du ressort au repos, et on comprime d'une longueur grand L. Ça veut dire que la longueur du ressort, c'est le petit L qui est là. Hein, que si on fait un schéma correct, bah, directement, on a le L0 qui est égal au petit L plus le grand L. Alors, on veut savoir à quelle vitesse la balle sort du canon de la carabine. Il y a différents mots-clés. Il y a différents mots-clés, c'est qu'on va négliger le frottement. On néglige le frottement, et même tous les frottements, hein, le frottement de la balle dans le tube et les frottements de l'air. Et ça veut dire que la balle, elle est soumise, si vous voulez, au départ. Hein. Alors, ce qu'on étudie, c'est la balle au point M, la balle de masse petit m au point M. Balle de masse petit m, j'ai un problème avec ma gomme, petit m, au point M. Au point M, bah, entre le point A et le point O. Le point, c'est au départ, hein, avec lorsqu'on a comprimé le ressort. VA est égal à 0 quand le ressort est comprimé. Et puis, ce qu'on cherche, hein, là, c'est le point M en A. Le point M, c'est le centre de la boule en A. AT égale 0. Ici, le point M, on dit qu'il est en haut. En haut, c'est le moment où la balle quitte le canon, hein, où elle quitte le ressort, où elle quitte le canon, c'est-à-dire on a un ressort qui est à sa longueur égale à la longueur d'équilibre. Ça, c'est pour le système étudié. Si on fait un bilan des forces, eh bien, la balle est soumise à son poids. Et puis à la force de rappel élastique. P et F, la force de rappel élastique. Celle qui va pousser la balle ici. Vous avez en plus une réaction. On peut supposer que la balle, elle est en contact avec le support. Mais même si elle était en contact avec le support, donc on aurait une force de réaction du support ici,
Et comme il n'y a pas de frottement, on a cette réaction du support qui est perpendiculaire au mouvement, et donc qui ne va pas travailler. Pour se simplifier la vie, on peut dire qu'il n'y a pas de contact, hein, c'est une modélisation. Hein, on suppose qu'il n'y a pas de contact ici. Donc le fait de négliger tout frottement, si on néglige tout frottement, ben, ça veut dire que la balle n'est soumise qu'à des forces conservatives, des forces conservatives. Le poids, c'est une force conservative, la force de rappel élastique, c'est une force conservative. Qu'à des forces conservatives, eh bien, ça veut dire qu'on a un mouvement conservatif et que l'énergie mécanique du point M, c'est égal à une constante. Il faut l'évaluer, cette énergie mécanique. Cette énergie mécanique, eh bien, c'est l'énergie cinétique, plus la somme des énergies potentielles. L'énergie potentielle, à chaque force conservative, il y a une énergie potentielle. Les forces conservatives, il y en a deux. Il y a le poids et la force de rappel élastique. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est le mg y. Hein, vitesse en m, si vous voulez, et c'est ym. On regarde l'énergie mécanique en m, entre A et O. Ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur au point M, plus l'énergie potentielle élastique. La force de rappel élastique donne une énergie potentielle élastique. Cette énergie potentielle élastique, donc à savoir par cœur aussi, c'est 1 demi de K L moins L0. Mais L dépend de M. Je mets un petit indice M au carré. Ici, ça c'est l'énergie potentielle élastique au point M. On va commencer par évaluer ça. On va commencer par évaluer ça, ce qui est là en fait. J'évalue d'abord l'énergie mécanique, je donne son expression, et puis je vais utiliser le fait que comme le mouvement est conservatif, comme l'énergie mécanique est constante, je vais utiliser le fait que, je marque un petit temps là de ralentissement. Je vais utiliser le fait que, comme elle est constante, ça veut dire que et puis moi je veux savoir ce qui se passe en A. Mon problème c'est de savoir ce qui se passe en haut, pardon. Puisque je veux avoir le V0, le VO. Et comme je sais ce qui se passe en A, j'ai des informations A, eh bien je vais écrire que l'énergie mécanique en A, elle est constante. Et elle est donc égale à l'énergie mécanique en haut. Puisque je veux des informations en haut et que j'ai des informations en A. Je vais écrire que l'énergie mécanique en A, eh bien j'écris 1 demi de m VA carré plus mg YA plus 1 demi de K. Alors, la longueur du ressort moins L0. Hein, je reviens au schéma. Lorsque la balle est en A, le L moins L0, si je fais petit l plus grand L, c'est égal à L0. Donc le L0 moins L, c'est égal au grand L. Donc en fait, le petit l moins L0, c'est moins la longueur L. Moins grand L au carré. Ça, c'est égal à l'énergie mécanique en haut. 1 demi de m V0 carré plus mg YO plus 1 demi de K. Alors la longueur du ressort lorsqu'il est en haut.
lorsqu'il est en haut, le petit L est égal au L0. Donc ça fait K L0 moins L0 carré, ce qui va faire 0. Alors je me pose 2 secondes. Par hypothèse, la vitesse en A est nulle. Donc ça, c'est 0, car la vitesse en A est égale à 0. Bah, ça, c'est 0, parce que L0 moins L0, ça fait 0. Et donc, je vais réécrire ça. À gauche, j'ai mg ya moins L au carré, bah, c'est L2, plus 1 demi de K grand L2 est égal à 1 demi de M V0 carré plus mg yo. La réponse, c'est celle que j'avais donnée sur YouTube. Hein, c'est à cette réponse-là qu'on va arriver. Et puis c'est ça qu'il faut transformer. Hein, c'est ça qu'il faut transformer. Là-dedans, j'ai qu'une chose qui est inconnue a priori, c'est le V0. C'est le V0. Donc je vais poursuivre ce calcul-là en insérant une page. Voilà. Et je reprends à partir de là. Je reprends à partir de là. Ça, si on transforme, on va avoir que 1 demi de mv0 carré, mv0 carré, eh bien c'est égal à gauche mg ya moins y0 plus 1 demi de KL2. Je vais évaluer le YA moins Y0. Le YA moins Y0, ici, j'ai mon point A. Ici, j'ai mon point O. Et ça, si vous voulez, c'est la longueur, cette longueur-là. Cette longueur-là, positive, si je l'appelle D, c'est YO moins YA. Je parle d'une longueur, hein, donc de quelque chose de positif. Parce que mon axe des Y, il est comme ça. Donc mon YO, il est plus grand que le YA. Ici, j'ai l'angle alpha, et je vais donc avoir, et là, j'ai la distance OA, ou AO. C'est cette distance qui est grand L, en fait. Qui est grand L. Donc j'ai directement sinus alpha cosinus sinus alpha est égal à YO moins YK sur L, et puis YO moins YK, c'est L sinus alpha. Je manipule en multipliant par 2 divisé par M. Je vais avoir un V0 carré qui est égal à 2G fois M divisé par M, que multiplie YA moins YO. C'est-à-dire moins YO moins YK, c'est-à-dire que multiplie, hein, le YK moins YO, c'est moins L sin alpha. Moins L sin alpha, plus, là j'ai multiplié par 2 sur M, plus MK, plus K sur M, L2. Et je trouve l'expression V0 qui est égale à celle qui était proposée là-haut. Donc je vais avoir K sur M L2 moins 2G grand L sinus alpha à la racine carrée. L'expression du V0. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
vous n'avez pas de questions, je continue. Voilà, je continue. Avec, une fois sorti du tube, montrer que la vitesse horizontale est une constante qu'on exprimera. Donc mon origine, une fois sorti du tube, mon point O, c'est celui-là en fait. Ah, c'est celui-ci. Ah. C'est le point O de tout à l'heure. Maintenant, la bille, je la modélise par un point. Hein, la bille, je la modélise par un point. Mon point M, il est, voilà, il est là, par exemple. Hein, le point M, il est par exemple là. Là, c'est sa vitesse. Et puis, tant qu'on néglige les frottements, eh ben, il n'y a qu'une seule force. Hein, CP. Ce que donne le PFD, le PFD, on l'a. Hein, le PFD, tant qu'on néglige les frottements, il n'y a qu'une seule force. Ben, il vous dit que moins mg Y, la somme des forces, c'est-à-dire le poids, est égale à mx, à MA, hein, mx point point EX plus my point point EY. On suppose qu'il n'y a pas de mouvement selon Z. Il n'y en a pas, on le montre avec le PFG de toute façon. Ben, cette équation-là, elle vous dit que selon les x, mx point point est égal à 0, puisqu'il n'y a pas de terme en x ici, et que my point point est égal à moins mg, soit y point point est égal à moins g. La première de ces deux équations, on veut montrer que la vitesse horizontale est une constante. La vitesse horizontale, c'est la vitesse selon les x. Ah, donc en fait, c'est le x point. La relation numéro 1, ce qu'elle indique, c'est que x point point est égal à 0, et donc que x point est égal à une constante. Ah, c'est le x point de t. AT égale 0, condition initiale. AT égale 0, eh bien le x point de 0, c'est la vitesse horizontale ici, selon le V0x ici, si vous voulez, là, cette longueur-là, ça correspond au x point 0. C'est le V0 cos alpha. Donc vous avez x point de t, en fait, mais qui ne dépend pas de t, est égal à V0 cos alpha, et qui est égal à ce qu'on cherche, la vitesse horizontale, qui est égale à une constante. Donc c'est le PFD qui permet d'écrire, d'arriver au fait que la vitesse horizontale est constante. Ce qu'il fallait montrer ici. On cherche ensuite la hauteur à laquelle la balle va monter. Alors on peut utiliser le PFD, les équations horaires, l'équation de la trajectoire, ça on l'a déjà fait. Ça a été déjà fait avec le PFD. Dans C18 en fait. Ou problème équivalent. Ça peut être fait en tout cas. L'idée ici, c'est d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique. Le mouvement est toujours conservatif. Toujours conservatif, car il n'y a qu'une seule force, le poids, qui est conservatif. La réponse à la question 2, c'est qu'on a bien montré que la vitesse horizontale est une constante que l'on exprimera. La vitesse horizontale, c'est le x point.
hein, la vitesse, c'est ses coordonnées. Voilà, c'est x point et y point. Ça, c'est la vitesse horizontale, et ça, c'est la vitesse, c'est la composante selon la verticale. Ce qu'on appelle la vitesse horizontale, c'est le x point. Ah, on montre bien que le x point est une constante qui est égale à v0 cos alpha. OK? Je disais, le mouvement est toujours conservatif. Hein. Pourquoi? Parce que une seule force, car M soumis à une seule force qui elle-même est conservative. Bon. Donc on ne va pas utiliser le PFD là. Mais comme on sait ce qui se passe en haut, on sait ce qui se passe en haut ici, on veut savoir ce qui se passe, on va dire, au point grand H. Hein, au point grand H, et son ordonnée, c'est petit h. Hein, le petit h, en fait, c'est le y du point grand H. Mais ce qui se passe ici, c'est, vous savez, on est au sommet de la parabole. Là. Ça veut dire que la tangente à la parabole, elle est horizontale. Et la tangente à la parabole, c'est la direction de la vitesse. Hein. Ici, vous avez la vitesse au point H. Vous avez la vitesse au point H. Parce que la direction de la vitesse est toujours tangente hein, à la trajectoire. Et puis la tangente d'une parabole au sommet, elle est horizontale. Hein. Ben, on veut savoir ce qui se passe en H, c'est-à-dire on va voir l'abscisse ici, et on sait ce qui se passe en haut. Donc on va utiliser le fait hein, conservative, ça veut dire que énergie mécanique au point M est égale à constante. Avec un truc, quelque chose d'un peu différent de tout à l'heure, c'est que maintenant, l'énergie mécanique au point M, donc c'est l'énergie cinétique, 1 demi de petit m vitesse en m au carré, plus la somme des énergies potentielles, mais les énergies potentielles n'a plus qu'une, n'a plus le ressort. Hein, c'est eh bien c'est m g y du point M. Je veux savoir ce qui se passe en H, je sais ce qui se passe en O. Le théorème de l'énergie mécanique, enfin on va pas l'appeler comme ça, on va dire que l'énergie mécanique étant constante, ça vous implique que particulièrement l'énergie mécanique au point O est égale à l'énergie mécanique au point H. Et bien après on déroule. Après on déroule, puisqu'en haut j'ai toutes les indications en fait. En haut j'ai toutes les indications. 1 demi de m. La vitesse en haut. Ben, la vitesse en haut, c'est VO carré. Hein, et je ne m'embête même pas avec les projections au cosinus, sinus. Plus mg yo. Et là, ça tombe bien. YO, c'est l'origine. Hein, donc ça va s'éliminer, ça fera 0. Ici, ça fait 1 demi donc de m vitesse en h au carré, plus mg YH. Et la vitesse en h, c'est bien la vitesse horizontale de tout à l'heure. C'est bien la vitesse horizontale tout à l'heure, parce qu'en h, la vitesse, elle n'est qu'horizontale. Ah, donc c'est celle de l'exo d'avant, enfin de la question d'avant, c'est le V0 cos alpha. Donc ça, c'est 0 parce que c'est l'y de l'origine. Le YH, c'est la hauteur petit h qu'on cherche. 1 demi de m V0 carré est égal à 1 demi de m, ça c'est le V0 cos alpha au carré, c'est-à-dire V0 carré cos carré alpha, plus
le MG petit h. Et voilà, il n'y a qu'une seule inconnue, c'est le petit h. Si on manipule, on retrouve, alors je divise par M, hein, j'ai la masse qui va, comme elle est différente de 0, j'ai le droit de diviser par M. Et puis en divisant par G, je vais obtenir le petit h. Hein, h égale 1 demi 1 sur 2G V0 carré sur 2G, même en facteur de 1, et de ce côté-là, je vais avoir moins cos carré alpha. Sachant que 1 moins cos carré, c'est sin carré. Je peux simplifier encore l'écriture littérale. V0 carré sur 2G, sinus carré alpha. Je n'ai pas fait les applications numériques. Enfin, je les ai pas sous les yeux, là, les applications numériques. Elles sont demandées dans l'exercice 4. Elles sont demandées dans l'exercice 4, dans la question 4. Ce serait bien de les faire à un moment donné. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, pourquoi VH carré, ça fait V0 carré cos alpha, s'il vous plaît? Cos alpha carré. Mais en fait, il faut revenir à la question précédente. Alors, je vais prendre... où est-ce que je peux écrire? Est-ce que je peux écrire la suite? Ouais, je vais écrire à la suite. Ouais. Ah, il m'a inséré une feuille avant. Bon, c'est pas grave. La vitesse au point H. Non, je vais revenir à mon schéma. Je vais revenir à mon schéma. La vitesse au point H, vecteur, c'est le sommet de la trajectoire. C'est le sommet de la trajectoire. Vous savez que le sommet d'une parabole, qui est tournée vers le bas en l'occurrence, la tangente est horizontale. La tangente est horizontale, ça c'est les maths qui nous le disent. La tangente à la parabole, c'est la direction de la vitesse. Donc ce qu'on sait en H, c'est que dans la base EX, EY, il y a une certaine vitesse horizontale, VH, et puis que c'est 0 ici dans la base EX, EY. Il n'y a pas de vitesse verticale. Pourquoi? Parce que le vecteur vitesse ici, si j'écris son évolution, il se rapproche de plus en plus de l'horizontale. La vitesse verticale, en fait, elle diminue tant que le mobile monte. Et puis après, vous aurez une vitesse verticale qui va augmenter lorsque la balle elle va tomber, en fait. La vitesse verticale, c'est la composante verticale. Ici, il y a une vitesse verticale positive. Ici, il y a une vitesse verticale positive. Ici, la composante, la vitesse verticale est vers le bas. Là, il n'y a pas de vitesse verticale. Est-ce que ça va Je ne sais plus, c'est Oui, Tristan qui peut. non, c'était Kevin. C'était Kevin. C'est bon, Kevin? Ouais, c'est bon. Et donc, le module, je l'appelle VH. Je l'appelle VH pourquoi? Donc VH parce que VH, c'est la vitesse horizontale. J'ai montré juste avant que le X point, la vitesse horizontale, en fait, était une constante. Une constante, et donc c'est toujours la même chose au sommet de la trajectoire. Ok, d'accord, merci. Bon, mais après, il faut calculer V0, H et VH. On a les données qui sont ici. Il faut faire attention ici. Il faut écrire que L, c'est 10 fois 10 moins 2 mètres. Et puis avoir la calculatrice en radians, en degrés. Calculatrice en degrés.
Voilà. On va peut-être enchaîner parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en ligne. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? C'est le moment. Alors, ce que je voulais vous faire après, c'était, perdez ma page. Oui, voilà. C'était chercher l'exercice 10. Chercher l'exercice 10 tout de suite, hein, de manière à ce qu'on ait au moins fait cet exercice ensemble avant midi. Voilà, donc exercice 10, restez en ligne. Hein. Restez en ligne, qu'on puisse avancer. Et puis on peut peut-être faire en sorte que ce soit un peu plus interactif de temps en temps. Hein, donc exercice 10. Je vais prendre cette feuille-là. Le 8, on laissera de côté. Le 9 est un peu plus difficile, donc on va le laisser de côté pour l'instant. Et le 10 reprend donc le théorème, le fait que l'énergie mécanique va être constante. Donc exercice 10 à faire maintenant, à chercher. Et je vous disais, j'aimerais bien que ce soit un peu plus interactif. Donc si vous pouviez, si je pouvais interroger quelqu'un là d'ici quelques minutes, et puis vous m'envoyez des photos là sur le chat, ça pourrait être un peu plus vivant. Voilà. Je vous laisse chercher quelques minutes, puis je reviens au direct. Restez dans la salle. Restez dans la salle. Et puis j'interroge quelqu'un dans quelques minutes, ça serait pas mal. Allez, à tout de suite. Pour un bilan des forces, qui est-ce qui m'aide? Qui est-ce qui veut prendre la parole là, pour le bilan des forces? Parce que, alors ce que je peux faire, c'est personne ne prend la parole, je vais déverrouiller des micros. Hein. Alors Alexis, pas de bol, il est premier dans la file. Alexis, bilan des forces. Ah! Allô Alexis? Moi, j'ai trouvé le poids Il y a le poids, et évidemment. la force de rappel élastique. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Le poids, la force de rappel élastique, donc il va falloir les schématiser. Merci Alexis. Est-ce qu'il y en a qui voient d'autres choses? Donc je prends mon schéma. Poids, rappel Kylian, vas-y, prends la parole, oui. Oui. Mais mais concernant le poids, Ouais. il est dit que la masse, elle est astreinte. Donc, Ouais. donc ça suppose que le poids, on peut supposer nul. Et non, parce qu'on donne. Non, il y a quand même une masse. Donc j'y viens, Kylian. D'accord, Bien. d'accord. Justement. Force de rappel élastique. Donc là, je la dirige vers l'origine parce que la longueur du ressort est plus grande que L0. Mais évidemment, si le poids n'est pas nul, le mouvement ne peut pas être horizontal là. Je suis tout à fait d'accord. Il faudrait supposer le poids nul. Alors, ça serait marqué, hein. Là, on ne suppose pas le poids nul. Non, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Il y a forcément un loup, il y a un loup quelque part. C'est que Nana est accroché à une masse ponctuelle, M, astreinte à se déplacer selon un axe horizontal. Et ça veut dire qu'à un endroit, il y a un support. Et que ce support, il exerce une réaction. Alors, il n'est pas représenté, mais que vous avez la réaction du support qui va équilibrer le poids. Hein, et puis la réaction du support normal. Hein, la réaction du support, il y a un support. Physiquement, il y a un support. Sinon, on est obligé de dire le poids égale à 0. Et donc, la masse égale à 0, ce qui n'est pas signalé dans l'énoncé. Et si on a masse égale à 0, on est embêté pour l'énergie cinétique. Hein, et pour le PFD aussi. OK? Donc, si on veut utiliser les lois de la mécanique, en mécanique de Newton, il n'y a pas de masse nulle, en fait. Ça ne marche pas. On ne peut pas appliquer les lois de Newton quand il y a une masse nulle.
Hein, les photons, par exemple, les particules de lumière, on ne peut pas les traiter en mécanique newtonienne. Donc, il y a un support, évidemment, pour le poids. Alors, le bilan des forces, vous avez en force conservative, vous avez le poids. Alors, il faudrait, hein, si c'est un DM, si c'est un DS, le poids, la force de rappel élastique, d'accord? Là, je ne réécris pas tout, hein, mais il faudrait le dire. Et puis, vous avez la force de réaction du support, qui n'est pas représentée. Le support n'est pas représenté. R, qui est égal à la réaction normale, car pas de frottement. Hein, et donc, il n'y a pas de, on néglige les frottements, il n'y a pas de réaction tangentielle. C'est le seul moyen, hein, d'astreindre la masse à bouger horizontalement. Ça, c'est court. Une force est conservative lorsqu'on peut définir une énergie potentielle. Ça, et ça fait partie du cours de savoir que la force de poids est conservative et que la force de rappel élastique est conservative. Ça fait partie des choses à connaître, hein, qui sont dans le cours. Une force conservative, c'est une force à partir de laquelle on va pouvoir définir une énergie potentielle. Une force de frottement, on ne peut pas définir d'énergie potentielle. Une définition équivalente, ça consiste à dire que le travail d'une force conservative entre deux points ne dépend pas du chemin suivi. Le travail du poids entre deux points ne dépend pas du chemin suivi. Le travail de la force de rappel élastique ne dépend pas du chemin suivi. Ça, les démonstrations, je les ai faites en cours. Voilà. Après, vous, au niveau des forces conservatives, vous allez rencontrer le poids et vous allez rencontrer la force de rappel élastique. Il ne va pas y en avoir 50. Il va pas y en avoir 50. Tout ce qui est frottement, ça sera non conservatif de toute façon. Donc, mais celle-ci, elle est non conservative, la réaction de support. Elle est non conservative. Mais, donc, faire un bilan des forces et déterminer quelles forces travaillent. Parmi celles qui travaillent, exprimer l'énergie potentielle des forces conservatives. Déjà, les forces qui travaillent, quelles sont-elles? Allez, Jalil, c'est par ici. Je ne sais pas trop. Une force, elle ne va pas travailler lorsque elle est orthogonale au mouvement. Oui. Donc, c'est laquelle qui ne travaille pas? Pour trouver celles qui ne travaillent pas, il faut se trouver celles qui sont perpendiculaires en mouvement. Qu'est-ce qu'on a comme force perpendiculaire en mouvement? Vas-y, Jalil. RN Voilà. et P du coup. Voilà. Rn et P ne travaillent pas. Donc, on a Rn qui est une force non conservative, mais de toute façon, elle ne travaille pas. Donc, elle ne va pas intervenir dans le théorème de l'énergie cinétique, ni dans celui de l'énergie mécanique. Donc, la seule force qui travaille, c'est F, la force de rappel élastique. Voilà. Moins K, L, moins L0, vecteur EX. Hein, les autres sont, car Rn orthogonal à V, et car le poids orthogonal à V, et ce, quel que soit T. Exprimer les énergies potentielles des forces qui travaillent. Il n'y en a qu'une force qui travaille. Et l'énergie potentielle correspondante, c'est EP, une seule énergie
correspondante, EP, élastique. Énergie potentielle, pour les forces qui travaillent, c'est l'énergie potentielle élastique. À connaître par cœur l'expression EPE est égal à 1,5 de K L moins L0 au carré. Qui est-ce qui posait la question? J'ai pas eu le temps de voir. Quentin, non, c'est pas la force qui dépend du point de départ et d'arrivée, c'est le travail de la force qui ne dépend pas du chemin suivi. Le travail de la force entre deux points quelconque ne dépend pas du chemin suivi. C'est pas la force qui ne dépend pas du point, c'est le travail. C'est le travail de la force qui ne dépend pas du chemin suivi entre deux points. Alors, expliquer pourquoi le mouvement est conservatif. Alors, un mouvement, il est conservatif. Un mouvement conservatif, ça veut dire que son énergie mécanique est constante. Mais il faut pouvoir argumenter. C'est délicat tout ça. C'est délicat, il faut être un petit peu rigoureux. Pour montrer qu'un mouvement il est conservatif, il n'y a pas 50 manières. Il n'y a pas 50 manières. En fait, il faut revenir à la définition du mouvement conservatif. Alors, il y a deux définitions équivalentes dans le cours du mouvement conservatif. C'est si et seulement si son énergie mécanique se conserve, mais là, on n'a aucune indication sur l'énergie mécanique. On ne peut pas savoir si elle se conserve. Donc, c'est la première définition. Un mouvement est conservatif si et seulement si les forces non conservatives agissant sur M ne travaillent pas ou que M n'est soumis à aucune force non conservative. Bref, c'est-à-dire s'il n'y a que des forces conservatives qui travaillent. Il n'y a que des forces conservatives qui travaillent, ici il n'y en a qu'une, donc le mouvement est conservatif. L'argument, et le seul argument, c'est ça, c'est que il n'y a que des forces conservatives qui travaillent. En fait, il n'y en a qu'une seule même. Une seule ici. Donc, le mouvement est conservatif. C'est un peu délicat, je vous l'accorde, ces histoires de forces conservatives, non conservatives. D'expliquer que le mouvement est conservatif, c'est délicat, mais en argumentant bien, on va se simplifier les calculs à la fin. C'est ça le but. Le mouvement est conservatif et donc l'énergie mécanique au point M est égale à une constante, quelle que soit-elle. Il faut ensuite... Ça va ça? Donnez le micro. Bon, ok, très bien. Donc, expliquer pourquoi le mouvement est conservatif et donner l'expression de l'énergie mécanique. Bon, l'expression de l'énergie mécanique, EM, c'est 1/2 de la vitesse de M, vitesse en M au carré, plus l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie je peux le mettre, ce corrigé, je le mets sur le drive.
hein, je mettrai sur le drive si vous manque des choses. Alors, au lieu de suivre peut-être sur 2 écrans, je mettrai sur le drive. L'énergie mécanique au point M, plus l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Ben, l'énergie potentielle de pesanteur, elle est constante. EPP égale constante, hein, M, G, Y, M est égal à une constante, ben, que je vais choisir égale à 0. Hein, est égal à 0, car le YM, ben, j'ai le droit de dire que c'est 0. Donc, cette énergie mécanique, elle se simplifie. L'expression de l'énergie mécanique au point M, 1 demi de M vitesse en M au carré, plus l'énergie potentielle élastique de K L moins L0 au carré. Je reviens, je reviens à l'énoncé, mais je reviendrai à cet écran-là. Je reviens à l'énoncé. C'est donner l'expression de l'énergie mécanique en fonction de la coordonnée x de t et de sa dérivée par rapport au temps. Donc, comment faire apparaître ici le x de t et le x point de t? Où se cache le x de t? Où se cache le x de t? Tiens, Adas, tu es avec nous? Anas? Anas, tu es avec nous ou pas? Il s'est endormi. Oh. Ah, non, il a écrit quelque chose. Ah, d'accord, j'ai pas de micro. Bah, où est-ce qu'il se cache là, le x de t là, dans l'énergie mécanique? Dans quel terme? C'est une petite idée ou pas? Sinon que... Ah, il est en train d'écrire. Ouais. L moins L0. Voilà, dans le L, moi, alors, dans le L, hein, le X, il va se cacher dans le L, ou le L moins L0. Oui. Et puis le X point, du coup, Bah, c'est la vitesse. ça va correspondre à la vitesse. Je vais utiliser le fait que, je reviens à mon écran, j'utilise le fait que, alors, la vitesse au point M, au carré d'ailleurs, bah, c'est X point carré. Hein, ça, c'est parce qu'on a un mouvement horizontal, par hypothèse. Et puis, la coordonnée X, on va la relier à la longueur du ressort. Donc, je reviens sur le schéma. Sur le schéma, bah, clairement, regardez. Je suis parti de 0 ici. J'ai le L0 et j'ai le X. La longueur du ressort, elle est là. La longueur L0, c'est celle-ci. L0. Bah, clairement, hein, et donc ici, j'ai l'abscisse X. J'ai la longueur L qui est égale à L0 plus X, plus l'ordonnée X. Je peux utiliser ça. Avec ma longueur du ressort, c'est mon L0 plus X. Puis regardez, ça marche aussi quand on comprime le ressort. Quand on comprime le ressort, le X, il est négatif, ce qui fait que j'aurai une longueur plus petite que L0. Ah, donc c'est tout à fait général. Alors ça vous indique que L moins L0, c'est X. Et que l'expression de l'énergie mécanique au point M, ça va être 1 demi de M x point carré plus 1 demi de K x carré. X point, c'est une fonction du temps. Je vous rappelle au passage. X, c'est une fonction du temps.
hein, et je pourrais écrire que l'énergie mécanique, c'est une fonction du temps. Parce que le point M dépend lui-même du temps, en fait. C'est pas grave, je vais laisser au point. Et donc, l'énergie mécanique, hein, est une fonction du temps. Ça va? Oui. La question ensuite, alors je vais intégrer une page blanche. On va finir, hein, il reste un quart d'heure, on a largement le temps de finir ça. J'intègre ma page blanche, et puis la question 3, c'est trouver l'équation du mouvement. L'équation, il n'y en aura qu'une. En fait, il n'y a qu'une coordonnée, c'est le x de t. On pourrait appliquer le PFD. On va faire autrement. On va faire autrement. La question, c'est déduire de la question précédente l'équation du mouvement. Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Ah bah, on résout l'équation différentielle et on trouve x de t. Alors, c'est quoi l'équation différentielle? Bah, un demi de mx point au carré plus un demi de kx carré égale l'énergie mécanique. Oui, mais on n'a pas l'énergie mécanique. Ouais, c'est vrai. On n'a aucune indication. On sait que c'est constant. Hein, on sait que c'est constant. On a montré que le mouvement était conservatif. Donc, oui, on sait que c'est constant. Mais ici, vous avez égal constante. Hein, EM égale EM de t, mais égale à une constante, en fait. D'accord? Donc, c'est une fausse dépendante en temps, j'aurais dû ajouter. Parce que le mouvement est conservatif. Quand on a appliqué quand on avait le théorème de l'énergie cinétique, il fallait l'appliquer sous forme instantanée pour avoir l'équation du mouvement. Voilà, je reviens à la feuille de cours. Théorème. Bah, merci, Kevin. Voilà, tout à fait. Ah, pour avoir le théorème de l'énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique, c'est sous forme intégrale, disons sous forme instantanée. Ça vous donne, je vous avais dit, l'équation du mouvement. Eh bien, dire que le mouvement est conservatif, bon, ça veut dire que l'énergie mécanique est constante, mais si on veut avoir l'équation différentielle du mouvement, eh bien, on va écrire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est nulle. C'est ça qui va donner l'équation du mouvement. C'est ça qui va donner l'équation, donc l'équation différentielle du mouvement. Et c'est ça, hein, donc mouvement conservatif, c'est écrit avec pas mal d'abréviations, hein, vous éviterez quand vous me rendrez des copies. Mouvement conservatif, ça implique que DEM sur les T est égal à 0. Et c'est ça que je vais vous demander de développer. Vous allez chercher, vous avez le temps. Hein, donc, je prends l'expression de EM, D sur dt de tout ça,